Alors pourquoi cette table ronde? Alors bien sûr, on est toujours dans le thème, hein, l'ère des fractures au cœur des crises à répétition. Mais celle-là, elle est un petit peu différente. Et, en tout cas, pour IDNF, depuis maintenant 2 mois, elle nous tient particulièrement à cœur en raison des liens qu'on a pu tisser avec nos amis mahorais et comoriens qui sont présents parmi nous. La problématique de Mayotte est une problématique qui dépasse largement le cadre de cette zone-là. Et à mon sens, à notre sens, elle traduit simplement les difficultés que la France a à gérer son espace maritime. Ce qui semble être une erreur dans la mesure où cet espace maritime, qui est quand même, je le rappelle, le premier ou le deuxième au monde, hein, ça se joue à quelques kilomètres carrés avec celui des États-Unis, mais c'est vraisemblablement là que va se situer l'avenir de la France métropolitaine, puisqu'il y a des richesses, on est présent sur toute la planète. Donc ce sera évoqué par nos intervenants ici. Et donc, est-ce que nous serons capables, hein, je reprends un petit peu le discours introductif de ce matin, est-ce que nous serons capables d'apporter une réponse satisfaisante à la population locale, mais aussi, encore une fois, à nous-mêmes? Est-ce qu'on est capable de saisir cette opportunité qui est de redresser cette île, de redresser cette zone, et tout en nous prémunissant des éventuelles défaillances qu'on pourrait avoir dans d'autres parties du monde? On peut très bien imaginer que si on n'apporte pas une réponse satisfaisante à Mayotte, la Guyane, ce sera le même cas, la Nouvelle-Calédonie, ce sera le même cas. Et dans ces 3 zones, on a véritablement des richesses à conserver. C'est même pas à conquérir, elles sont déjà à nous. Mais elles sont attaquées. On n'est pas capable aujourd'hui de donner, encore une fois, une réponse à la population. Alors il se trouve qu'entre-temps, il y a eu ce drame suite au passage du cyclone Chido, mais les problèmes existaient avant. Donc ils se sont simplement rajoutés. Voilà, donc j'en dis pas plus. Je cède la parole à Eric et puis à nos différents intervenants. Merci à vous. Merci. Allô, vous m'entendez? Bon, merci Patrice. Oui, on a donc décidé, comme dit Patrice, de faire une conférence. Vous m'entendez? Oui, de faire une conférence sur Mayotte. Puisque on pensait que c'était une île d'actualité. Malheureusement, on ne pensait pas, quand on l'a envisagé, au cyclone qui s'est abattu sur votre île. Et puis, hier encore, ou avant-hier, nous avons été témoins de débats enflammés à l'Assemblée nationale. Donc, le sujet était vraiment d'actualité. Alors, nous avons pour cette conférence 2 personnalités. Nous avons donc Madame Achia Bamana, qui est députée RN, et puis Monsieur Yves Bonnet, qui fut l'un des premiers préfets de Mayotte dans les années 1980. C'est-à-dire, je crois qu'il fut même le 4e ou 5e préfet de Mayotte. 4e. Voilà. Alors, je dirais tout de même 2 mots à Madame Achia. Bon, vous arrivez à un moment où vous pouvez redonner à Mayotte toute sa structure, son élan, son avenir, son développement. Vous prenez un petit peu, je trouve, dans un autre domaine, le relais de votre papa, qui a été un militant de la première heure pour le rattachement de Mayotte à la France. Et cela dès la consultation de 1975 pour l'indépendance de Mayotte jusqu'à 2011-2008, c'est-à-dire jusqu'à ce que Mayotte devienne le 101e département français. Donc lui, il a agi sur l'institutionnel, et je crois que vous agirez sur le développement économique, éducatif et social de Mayotte. C'est bien, c'est un sain héritage de votre papa. Bon, et alors, pour revenir sur M. Yves Bonnet, qui fut donc préfet de Mayotte, il a aussi été parlementaire du département de la Manche et dans la circonscription de Cherbourg. À ce titre-là, lorsqu'il fut député, il a occupé des fonctions à la Commission de la Défense nationale. Et dès cette époque, il s'est penché sur le devenir de Mayotte. Il avait gardé de
de bons souvenirs de son époque à la préfectorale. Il s'est penché sur le devenir de Mayotte. Il y a réfléchi. Je crois qu'il a même souvent parlé, peut-être avec vous, peut-être avec d'autres personnes. Mais là, je ne dirai rien, puisqu'il a des idées. Patrice Magnuron les a un peu déflorées. Voilà. Alors, j'ajouterai maintenant, monsieur le préfet, que ça fait longtemps que vous avez quitté Mayotte, mais ça fait, je crois que si vous n'auriez jamais imaginé la déferlante de ministres à Mayotte dans un temps aussi contraint depuis le cyclone Chido. Donc ça prouve vraiment une prise de conscience de la communauté française, enfin j'espère, vis-à-vis du devenir de Mayotte. Voilà. Et donc c'est face à l'ampleur de ce désastre qu'il est important pour nous de pouvoir rétablir Mayotte dans ses fonctions futures. Alors, je dirais qu'en l'espace de quelques semaines, vous avez eu la visite du ministre de l'Intérieur démissionnaire, vous avez eu la visite du président de la République, vous avez eu la visite du Premier ministre, vous avez eu la visite 2 fois du ministre des Outre-mer. Donc cela tend à prouver que Mayotte a bousculé quand même je dirais, la pensée du gouvernement sur Mayotte et les Outre-mer d'une façon générale. Ça, c'est le premier point. Donc, depuis, il a été pris 2 mesures essentielles. Un plan Mayotte, un plan dit Mayotte, énoncé par le président, comment il s'appelle, François Bayrou, puis par le Premier ministre. Et puis, fin janvier, vous avez eu la loi d'urgence. Bayrou, il n'est pas tellement dans mes... Voilà. Puis la loi d'urgence votée fin janvier dernier, qui est une loi de refondation qui va s'appuyer sur un établissement public un peu dans le style de celui de Notre-Dame. Donc, en vue de faciliter toutes les questions d'urbanisation et de réglementation, et puis également faciliter la remise en état des réseaux d'eau, des réseaux d'électricité, etc. Mais toute cette refondation envisagée et qui est saine ne peut pas se faire sans la prise en compte de la question migratoire. Avant-hier a été votée une première loi, c'est peut-être un premier pas en vue de, je dirais, ces premières dispositions pour restreindre l'accès à la nationalité française, mais je pense que c'est un premier pas et un premier pas timide. Je pense que je nous en parlerai tout à l'heure, vous m'en disiez 2 mots. C'est vraiment la pierre d'achoppement pour assurer le bon développement de Mayotte. Et cela se joue sur tout. Ça enquisse les services publics, sur le plan des finances, ça vous pompe toutes les finances que la métropole peut vous donner. Donc c'est absolument indispensable de réduire, de prendre le taureau par les cornes pour cette question migratoire. Alors, il va être mis en place dans 2 ou 3 mois, il va être voté dans 2 ou 3 mois, une loi cadre. Alors ce sera la véritable loi qui devrait penser Mayotte dans son développement économique, social, éducatif, etc., et migratoire, j'espère. Mais là, je pense que vous êtes plus à même de pouvoir nous développer un petit peu tout ça avec le préfet Mayotte à vos côtés, qui, lui, pourra vous parler de comment il a connu Mayotte à ses débuts. Il me disait tout à l'heure, quand je suis arrivé à Mayotte, qui n'était pas encore un département, il était préfet, mais ça s'appelait une collectivité territoriale à l'époque, il disait, je suis arrivé, j'avais les pleins pouvoirs, mais je n'avais pas un sou. Et avec ça, j'ai dû tout faire. Alors j'espère quand même que la situation s'est améliorée depuis. Bon, je vous laisse le micro. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, bonjour. Anchia Bamana, député de Mayotte depuis 7 mois. Je tenais tout d'abord à remercier les organisateurs de ce colloque pour nous permettre, moi et monsieur Ibrahim Bakar, ancien conseiller général de Mayotte, de pouvoir échanger avec vous sur la situation de Mayotte. C'est toujours une opportunité pour nous de venir parler de cette île très rattachée à la France. J'ai axé mon propos sur justement
tout l'intérêt géographique, stratégique du positionnement de Mayotte dans le canal de Mozambique. Alors, crise de notre espace maritime, quel enjeu pour Mayotte? La crise de notre espace maritime prend une dimension particulière à Mayotte. C'est par la mer que Mayotte coule, c'est par la mer qu'elle pourrait renaître. Mayotte est aujourd'hui au cœur d'une crise d'une ampleur inédite, une crise qui n'est pas seulement sociale ou migratoire, mais aussi et avant tout une crise de notre espace maritime. L'île fait face à une submersion migratoire massive, je prononce le mot, submersion, mais c'est une réalité pour Mayotte, à des tensions diplomatiques croissantes qui mettent en péril la stabilité de ce département français. Plus qu'une question locale, c'est la souveraineté de la France dans l'océan Indien qui est mise à l'épreuve et à sa capacité de redevenir une vraie puissance maritime au cœur du Sud global. Mayotte, bastion avancé de la France dans l'océan Indien. La France dispose du deuxième espace maritime du monde et sur une carte, située stratégiquement à l'entrée du canal de Mozambique, Mayotte en est une pièce maîtresse. Ce passage entre Madagascar et le continent africain est une route maritime essentielle pour le commerce international et un lieu de tension grandissante, notamment en raison de l'insécurité croissante en mer Rouge et de l'intérêt des grandes puissances pour ses ressources énergétiques. Pourtant, nous laissons ce territoire à la merci d'une anarchie migratoire et d'une insécurité galopante, on en parlait tout à l'heure, alors qu'il pourrait être un véritable point d'appui pour notre espace maritime. Avec ses 640 000 km² de zone économique exclusive, Mayotte, troisième plus grand lagon du monde, doté d'une double barrière et profond d'une centaine de mètres, fait partie des abris maritimes les plus sûrs. Allié aux îles éparses, l'ensemble constitue une richesse majeure pour notre pays. Pourtant, nous continuons à sous-exploiter ce potentiel, laissant les trafiquants, les pêcheurs illégaux et les réseaux clandestins prospérer au lieu d'assurer une sécurisation ferme de cet espace et d'y affirmer notre souveraineté. Une pression migratoire insoutenable et ses conséquences. La submersion migratoire illégale est aujourd'hui une véritable catastrophe humaine et politique. L'île accueille une population bien au-delà de ses capacités, avec plus de 320 000 habitants sur 376 km², soit une densité supérieure à celle de la Martinique. Conséquences directes, saturation des hôpitaux, des écoles, prolifération des bidonvilles insalubres, invivables, explosion du travail clandestin et développement de la criminalité. Les forces de l'ordre dépassées peinent à compter les gangs de mineurs livrés à eux-mêmes et les réseaux de trafic. L'opération Wambushu en 2023, comme celles qui l'ont précédée, n'a pas permis d'endiguer la crise. Pour mettre fin à cette catastrophe, nous devons aussi en finir avec l'angélisme qui prévaut en matière migratoire. L'accès aux droits sociaux en situation irrégulière est une aberration qui alimente l'appel d'air. Nous devons adopter un système inspiré de l'Australie. Exclusion systématique des clandestins interpellés, création des centres de rétention fermés et systématisation des reconduites aux frontières. Suppression du droit du sol à Mayotte, on en parlait cette semaine à l'Assemblée, pour empêcher les situations de régularisation automatique, parce que beaucoup viennent croyant qu'ils deviendront français. Alors, une nécessaire réorganisation de la présence étatique, politiquement aussi, et dans son organisation civile et militaire, il est temps que la France prenne ses responsabilités. La création d'une 4e région maritime, celle de l'océan Indien,
siégeant à Mayotte est une impérieuse nécessité. Actuellement, l'amiral commandant de la zone est basé à Djibouti, en terres étrangères. Ce repositionnement permettrait une réaction plus rapide face aux menaces pesant sur nos eaux territoriales et une coordination plus efficace des moyens de surveillance. Dans le même esprit, le préfet de Mayotte doit devenir un préfet maritime par délégation, en charge non seulement du maintien de l'ordre sur terre, mais aussi de la police des eaux territoriales. Il faut en finir avec l'éparpillement des responsabilités et donner à Mayotte les moyens de contrôler son environnement. Dans ce rééquilibrage nécessaire, la place de la France et de Mayotte sera ainsi réaffirmée au sein de la Commission de l'océan Indien. Vous le savez que Mayotte n'est pas représentée au sein de la Commission de l'océan Indien en tant que département français. Les jeunes Mahorais, quand ils vont jouer au jeu des îles, n'ont pas le droit de brandir le drapeau blanc-blanc-rouge, ni chanter l'hymne la Marseillaise. Ce qui est complètement injuste. En fait, la France est représentée qu'à travers l'île de la Réunion seulement. Une vraie bataille pour arriver à cette égalité républicaine. Cette nouvelle organisation politique devra naturellement s'appuyer sur des moyens humains et logistiques renforcés. Et pour terminer, un renforcement donc militaire et naval indispensable. Mayotte doit devenir un bastion militaire et maritime pour la France. Cela passe par le déploiement de patrouilleurs rapides capables d'intercepter les embarcations clandestines et de lutter contre les trafics de drogue et d'armes. La création d'une base navale moderne permettant l'accueil des sous-marins et de bâtiments de guerre avec un port en eau profonde afin de reprendre la maîtrise souveraine de la zone. Le renforcement des capacités aéroportuaires et l'installation des radars de surveillance sur les îles éparses. La relocalisation d'unités militaires pour une réaction rapide face aux menaces régionales, notamment la piraterie et le terrorisme islamiste à Cabo Delgado au Mozambique. Pour conclure, Mayotte n'est pas une charge, c'est une chance pour la France. Si nous investissons dans ce territoire, nous pouvons faire de ce département un pôle d'excellence pour notre présence dans l'océan Indien, à la fois en matière de défense, de développement économique, de rayonnement géostratégique et de restauration de notre souveraineté dans la zone, tant nos eaux territoriales que dans notre zone économique exclusive. La crise de notre espace maritime est une alerte. Nous avons aujourd'hui l'occasion d'agir pour la France à Mayotte, à la fois pour notre avenir en tant que puissance océanique et pour notre indépendance de seconde puissance maritime du monde. Ne ratons pas ce rendez-vous avec l'histoire. Je vous remercie. Monsieur, vous souhaitez dire quelques mots? Si. Je veux bien, mais bon, je voulais laisser la parole au préfet parce qu'il l'est encore. Mais je ne veux pas vous surcharger de notre discours. Et notre discours, mais je vais être à l'éribe comme on est habitué à le faire. Dire d'abord merci à toi, Patrice, et à Joël Broquet, qui est aussi un de ceux qui m'aident un peu à florer, parce qu'on n'est pas habitué à ces réunions qui sont aussi importantes que celles qu'on est en train de vivre maintenant. Mais vous invitez tout simplement à aider Mayotte dans toutes vos organisations associatives, politiques et ceux qui sont au-delà d'être notre parole, notre porte-parole au sein de la France entière, puisque on a vu à travers Chilo le cyclone qui vient de nous tomber dessus, qu'on ne s'attendait pas, où tout est ravagé à Mayotte. Vous ne pouvez pas imaginer comment Mayotte a été touchée. Et les hommes, les biens, la forêt,
la mer, les bateaux, tout ce qui a été investi depuis une cinquantaine d'années est tombé à terre. Alors, je sais que Mayotte a été aidée par la métropole, par toute la communauté française, mais je réitère cette demande et de ne pas nous lâcher. La deuxième chose, c'est que Mayotte est la plus française des Françaises, des territoires français. Parce qu'il l'a voulu, parce qu'il s'est exprimé plusieurs fois. Donc, je n'ai pas à vous raconter pour ceux qui n'ont pas été à Mayotte. J'en ai vu un jeune là tout à l'heure qui m'a dit qu'il venait de Mayotte. Ça m'a fait plaisir. J'ai vu le policier qui a parlé un petit peu, d'avoir parlé un peu de Mayotte. Ça nous fait chaud au cœur. Mais pour vous dire tout simplement que ce choix de Mayotte ne date pas de 1975, mon ami. C'est depuis 1800. Depuis 1800 avant Nice et la Savoie, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, je n'ai pas de grands discours, c'est tout simplement vous dire que Mayotte a besoin de la métropole, comme les autres, plus que jamais, puisqu'on a tout perdu. Voilà en quelques mots pour vous éviter de faire des discours. Mais je suis moi-même ancien vice-président de conseil général, donc j'ai la prise de parole plus facile. J'ai été habitué, mais ça fait très longtemps, parce que j'ai fait 88 et en 2001. Mais je continue à suivre l'affaire de Mayotte. Je fais partie de ceux qui, parce que nous, on a à un moment donné, comme vous le savez, que aujourd'hui, vous le vivez à métropole. Vous le vivez à métropole parce que la confiance n'y est plus. On ne sait plus qui est qui défend le pays, qui ne le défend pas, qui vend les intérêts, qui protège notre souveraineté. On ne sait plus, il faut s'appuyer sur qui. Nous avions eu une petite astuce où, puisque vous savez qu'on est musulmans en 99%, on a fait jurer ceux qui devaient porter la Mayotte dans son cœur, leur cœur, on les a fait jurer sur le Coran. Donc, vous savez qu'on a ceux qui croient moins, mais en tout cas, on a réussi à retenir quelques-uns de ceux qui croyaient. Et donc, ça nous a aidés à ne pas nous trahir entre nous. Donc, voilà quelques idées, en vous disant que je suis en même temps président de l'Euro africain, parce que je vais aussi dans ces zones africaines. Et puis, on en parle souvent avec Joël chaque fois que j'arrive à Paris, parce que je viens souvent, pratiquement 2-3 fois par an, ici pour des raisons diverses et variées. Donc, on en parle souvent avec Joël, qui est mon président ici. Donc, je le dis, et pour ceux qui n'y vont pas, moi, je n'ai pas senti qu'on a été rejeté par le continent africain. Je ne l'ai pas senti. Mais bon, je prendrai une autre situation. Je dirais Mayotte n'est pas seulement une chance économique pour l'île, mais Mayotte, les Mahorais qui sont en même temps africains, européens et dans la zone, on est aussi une chance pour aller, parce que moi, je n'ai pas été... Les Mahorais n'ont pas été bousculés au Sénégal récemment, en mois de juin, alors qu'ils sont rentrés avec leur passeport, avec leur rythme, en tant qu'entité française, département français. Moi, j'y vais souvent sur le côté Mozambique, Tanzanie, je remonte jusqu'à Swaziland. Et la prochaine fois, pour ceux qui veulent me suivre, on peut remonter jusqu'au milieu du continent. Je n'ai pas senti, personnellement, mais ce sont les politiques, les médias parfois, qui nous... Donc, je pense qu'ils ont besoin de la France aussi. Donc, je sais que Mayotte est en même temps à la pointe de l'Europe, de la France dans cette zone. Mais nous sommes des bons ambassadeurs. Et moi, j'ai demandé à ceux qui compris Joël, qu'on peut former quelques Mahorais qui peuvent éventuellement aller aussi, comme ça, nous avons des intérêts aussi sur le continent. Moi, je suis un ancien banquier. Je sais quand on met 1 euro, on a besoin quand même de venir avec 5 euros, 10 euros en retour. Et donc ça, c'est la base de la vie que nous construisons chaque jour. Donc, en tout cas, je ne vais pas prolonger
à mon discours parce que j'en ai tellement de choses à vous dire. Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté et merci pour Mayotte. Merci. Je pense qu'il faut que notre débat, c'est pas vraiment un débat parce qu'on est tous d'accord, soyons pas hypocrites, mais que notre débat soit bien centré autour de l'intervention d'Anchia Babana parce qu'elle est très importante. Elle est très importante et au moment où à l'Assemblée nationale, on est en train de se chicailler, inutilement d'ailleurs, au moment où d'ailleurs les instances ministérielles qui se succèdent à G continu, à Mayotte, font l'éclatante démonstration de leur inanité. Le débat tel qu'il a été posé par Anchia Babana prend sa véritable dimension. Alors, je vais simplement vous donner quelques points supplémentaires parce que j'ai été effectivement, quand j'étais député, rapporteur de la marine et que je connais un peu les problèmes de la marine. Je pense qu'il faut partir du plus grand pour aller au plus simple. Le plus grand, c'est effectivement l'espace maritime français. Alors, on se demande pourquoi la France a la chance d'avoir un espace maritime qui est le second du monde, après les États-Unis, mais avant la Grande-Bretagne, ce qui, soit dit en passant, est un peu injuste, parce que les Anglais sont des marins, et les Français des paysans. Même en Bretagne, on tourne le dos à la mer, on ne regarde pas la mer. Bon. S'il n'y a pas trop de Bretons ici, je vais pouvoir sortir vivant. Donc nous avons ce second empire, c'est un empire maritime du monde. Qu'est-ce que nous en faisons ? Rien. Bon. Est-ce que nous devons en faire quelque chose ? Oui. Parce que dans le contexte international tel qu'il est en train d'évoluer, avec un recentrage des points principaux d'intérêt de l'Europe vers le continent asiatique, il faut que nous aussi nous nous adaptions. Ce n'est pas nous qui allons influer. Ça a été le cas, mais nous n'influons plus du tout sur le sort du monde. Et actuellement, le sort du monde, il ne se joue pas quelque part entre Washington, Londres et Paris. Non, il se joue plutôt entre Pékin, Moscou et New Delhi. Et là, nous sommes présents avec un empire en maritime, un espace maritime, encore une fois, qui est considérable, dont nous ne faisons rien et dont pourtant nous pouvons faire quelque chose. Les grandes puissances l'ont compris. En deux mots, une des obsessions de la Russie, c'est, il faut s'en souvenir, ça remonte au tsar, c'est l'accès aux mers chaudes. La Russie est un pays continental qui a soif, si je puis dire, d'espace maritime. Et l'espace maritime russe, qui est quand même largement obéré par la calotte glaciaire, est énorme. Bon. Les États-Unis, c'est pas la peine d'en parler. Les États-Unis, non seulement disposent de la moitié d'un continent, mais en plus, les Américains ont eu le soin de placer un peu partout des bases, des structures qui leur permettent d'assurer leur présence partout. Ils ont annexé ou acheté, parce qu'ils ont de l'argent. M. Trump, d'ailleurs, il doit lui en rester dans les caisses parce qu'il veut racheter maintenant le Groenland et la bande de Gaza. Et M. Musk veut racheter Madagascar, soit dit au passage. Donc les États-Unis ont eu ce souci d'être présents dans toutes les parties du monde. Et nous qui le sommes, présents dans toutes les parties du monde, puisque, outre évidemment nos implantations antillaises, nous en avons évidemment dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique. Eh bien, nous ne faisons pas grand-chose. Alors, c'est grandement dommageable parce que les ressources maritimes sont totalement inexplorées, parce que la sécurité passe par la maîtrise des mers et que par conséquent, nous avons notre place à jouer. Alors, je vais vous donner un seul exemple. Alors là-dessus, que vient faire Mayotte ? Ben, je vais vous donner un seul exemple. Cette partie de l'océan Indien qui se trouve coincée, où
ou étaler comme vous voudrez entre l'Afrique, il aurait fallu même peut-être mettre une carte, mais c'est trop tard, entre l'Afrique, l'Arabie, le golfe arabo-persique, ou oui, c'est comme ça qu'on l'appelle, soit arabique, soit persique, le continent, le sous-continent indien, la Chine, et puis ensuite l'Australie, dont vous voyez, ça fait un ensemble absolument gigantesque. Cet ensemble, il est en communication, en liaison avec l'Europe, qui reste quand même une puissance économique considérable, par la voie traditionnelle qui est celle du Cap de Bonne-Espérance, qui contourne par conséquent l'Afrique. Et puis, de l'autre côté, il y a évidemment le canal de Suez qui a été percé. Puis après, c'est évidemment l'accès vers la mer de Chine et vers l'océan Pacifique. Le détroit du Mozambique a toujours joué un rôle considérable dans les échanges. On l'a un peu oublié avec le canal de Suez. Mais le canal de Suez est une infrastructure qui est fragile. Elle l'est sur le plan matériel. Enfin, on a vu l'exemple d'un porte-conteneur, je ne sais pas pourquoi, qui s'est coincé, vous vous souvenez, il y a quelques années dans le canal de Suez. Et ça a été un sacré boulot que de le sortir. Donc le canal de Suez, il est à la merci de ce genre de choses. Et puis il n'est pas loin d'une zone qui est quand même un tout petit peu tiède, hein, si ce n'est complètement chaude. Et le canal de Suez, il est fragilisé. Bon. Donc la véritable voie entre l'Europe et les États-Unis et l'Asie, il passe par le canal du Mozambique. Alors, ce canal du Mozambique, il se trouve que Mayotte est au bord, est au cœur d'ailleurs, du canal du Mozambique et de toutes les îles ou possessions qui se trouvent de part et d'autre, d'est en ouest ou d'ouest en est, comme vous voudrez, il bénéficie d'une position extrêmement favorable. Alors, ce que je dis de Mayotte, c'est vrai des Comores, mais enfin, les Comores, ça ne nous concerne plus. Donc Mayotte est extrêmement bien placée. Il faut tout de même y réfléchir, c'est très important car c'est tout le propos d'Anchia est basé sur ce constat que nous avons à un endroit stratégiquement les plus importants du monde, nous avons une île, nous avons une attache. Et une île qui n'a aucun risque de se détacher de la métropole parce qu'elle est française. Et elle est française doublement. D'abord, elle l'est par son statut, elle l'est par la volonté de ses habitants, qui sont français, qui le disent et qui le proclament. Je vous signale qu'il n'y a pas de mouvement autonomiste à Mayotte. Hein. Bon, ça existe. On ne sait même pas que ça existe. Donc, Mayotte est remarquablement placée. Mayotte occupe plus de la moitié des eaux territoriales du canal du Mozambique. C'est-à-dire que sur le canal du Mozambique, l'endroit le plus important stratégiquement, c'est Mayotte. Mayotte est plus important que la Réunion, parce que la Réunion est à l'écart. Elle est au sud de Madagascar. Mayotte a donc une position, c'est comme ça, hein, moi j'y peux rien, mais tant mieux. Mais Mayotte est stratégiquement l'endroit, l'île la mieux placée et dont l'avenir est le plus pertinent de tous les États ou de toutes les possessions, comme on voudrait, qui se trouvent sur le canal du Mozambique. Or, jusqu'à présent, qu'avons-nous fait de ces potentialités mahoraises? Rien. Rien. La France a un petit morceau de flotte de guerre qui se trouve à Djibouti. Mais Djibouti, d'abord, c'est excentré par rapport à Mayotte. C'est moins bien placé que Mayotte. Et puis Djibouti, ce n'est pas vraiment la France. Il est à prévoir que dans un avenir pas tellement lointain, on se prendra un nouveau coup de pied au cul, parce que maintenant on commence à être un peu habitué, et qu'on nous enverra voir ailleurs. Bon. Il est donc extrêmement facile, et je dirais prudent, hein, de retirer cette implantation en territoire étranger, en terre étrangère, et de la ramener en terre française.
et en terre française mieux placée que Djibouti. Donc c'est la grande proposition que fait Anchia Bamana, c'est effectivement d'utiliser tout simplement la potentialité énorme que représente la situation géostratégique de Mayotte et par conséquent en tirer une conséquence. Pour vous convaincre encore un peu plus, je vous signale que les Américains, eux, qui comprennent généralement avec un temps d'avance sur nous, ont installé à Diego Garcia, alors de mots, je peux faire un cours de géographie, mais il y a au nord de Madagascar 2 implantations militaires importantes. Il y avait Diego Suarez à Madagascar, qui était donc une implantation française, mais qui ne l'est plus depuis que Madagascar est indépendante, et qui l'est encore moins que la flotte. Je suis allé voir un jour la flotte malgache à Diego Suarez. Ben, c'est des bateaux qui sont coulés là, un petit peu partout. Il n'y en a pas un seul qui est capable de prendre la mer. Alors ça, c'est la première chose. Et la deuxième implantation, c'est Diego Garcia, alors qui est une île revendiquée par Maurice, par l'île Maurice, et que les Américains ont louée pour 99 ans, et dans laquelle ils ont implanté une base sur laquelle on ne sait rien, car elle est ultra protégée. On sait simplement que les Anglais y ont accès et eux seuls. On sait simplement qu'il y a plusieurs milliers d'hommes et que toute la flotte américaine peut venir relâcher à Diego Garcia. C'est hyper protégé et hyper secret. Ce que les Américains ont fait à Diego Garcia, avec un bail, il a beau être amphithéotique, c'est quand même un bail, nous pouvons le réaliser encore plus solidement juridiquement, et même, si vous voulez, géostratégiquement, parce que Mayotte est mieux située, elle est dans le canal du Mozambique. Vous regarderez sur une carte quand vous reviendrez chez vous, ça vous fera faire un petit peu de géographie, ça ne vous fera pas de mal. Vous regarderez la place respective de Diego Garcia et de Mayotte et vous aurez tout compris. Alors, ce qu'Anchia Bamana vous propose, pas à vous, mais à tout le monde, à la collectivité nationale, parce que c'est un débat qui intéresse tous les Français, c'est de faire en sorte que cette opération, que Mayotte, non pas retrouve, mais trouve une vraie vocation maritime. Et il y a à Mayotte des atouts de navigabilité qui sont assez exceptionnels. D'abord, on a des hauts fonds, on a des fonds qui font plusieurs milliers de mètres, bon, assez couramment 1000 mètres, mais même moins. Alors il faut savoir que par conséquent, on peut y accueillir des sous-marins. Un sous-marin nucléaire, soit d'attaque, soit lanceur d'engins, ça plonge à 1000 mètres. Bon. Pour être indétectable, un sous-marin doit naviguer à 1000 mètres. À ce moment-là, il est strictement indétectable. Donc, il y a des grands fonds à Mayotte. Il y a en plus le lagon, qui est probablement effectivement le troisième du monde, mais qui est le plus intéressant parce qu'il y a, Anchia vous l'a dit, il y a une double barrière de corail qui protège l'île contre des tsunamis et autres bizarreries de la géographie. Hein. Là, à Mayotte, il n'y a pas de risque. Bon. Et par contre, les risques du cyclone, c'est autre chose, mais ça vaut pour tout le monde. Donc, les qualités intrinsèques de Mayotte, encore une fois, sont uniques. Et j'ose le dire, je ne crains pas d'être démenti, elles sont uniques au monde. Alors, est-ce que nous allons en profiter ou pas? Je vais utiliser une image. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte? Il se passe que Mayotte a été victime d'un cyclone, mais il y en aura d'autres. Ce n'est pas le dernier de l'histoire. Donc, j'ai été préfet de la Guadeloupe, je sais ce que c'est. Hein. Les cyclones, vous en avez tous les 3, 4, 5, 10 ans. Mais vous en avez, ça revient
inévitablement. Donc, la solution qui consiste à réparer, à remettre en œuvre, c'est très bien. Je pense que la France, le gouvernement, remettront Mayotte sur pied avec beaucoup de difficultés parce que les problèmes de sol, pas seulement de droit des sols, hein, mais de propriété des sols, c'est beaucoup plus concret ça encore, sont pas du tout résolus, mais on y arrivera. Bon, il faut en tout cas l'espérer. Il y a des problèmes urgents, il y a celui de l'eau dont elle se préoccupe. Et je vous signale que si vous voulez faire quelque chose pour Mayotte, hein, dans des associations, des choses auxquelles vous participez, il faut vraiment donner de l'argent à Mayotte pour qu'il dispose d'une installation au large de désalinisation, parce qu'actuellement, il n'y a pas d'eau. Alors, je ne sais pas si vous réalisez, il n'y a pas d'eau du tout. Alors, à part faire comme le docteur Bombard quand il a traversé l'Atlantique et boire de l'eau salée, c'est pas terrible d'ailleurs. D'abord, non seulement c'est mauvais, c'est plutôt décompressé. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau, rien. C'est gravissime. Ce n'est pas parce qu'on envoie des bouteilles d'eau, hein, qu'on va régler le problème. Donc, ce problème, il va être résolu. Mais donc, il le sera, plus ou moins bien, mais il le sera. Mais aujourd'hui, je vais user d'une image, puis je vais terminer là-dessus. On a une voiture avec des pneus usés. Et les pneus, il y en a un qui crève. Alors qu'est-ce que vous faites? On fait du rechapage, on met une rustine, hein, et puis on repart. Hein. C'est ce qu'on va faire à Mayotte. Eh bien, la solution qu'on va appeler la solution Bamana, on change les pneus. Carrément. On va changer les pneus en donnant à Mayotte un vrai destin, et un destin national. Ce n'est pas simplement pour Mayotte. C'est beaucoup moins pour Mayotte que pour la France entière. La France, elle doit retrouver sa vocation maritime. Et notre marine, à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est d'une part une composante marine de surface, d'accord? Qui quadrille notre espace maritime. Plutôt mal que bien, parce qu'on n'a pas assez de bateaux, parce qu'on a des bateaux qui sont pas adaptés. Ce n'est pas avec un porte-avions que vous allez courir au cul d'un certain nombre de bateaux de guerre. Hein. Un porte-avions, il n'est pas fait pour ça. Bon, c'est lourd. En plus, un porte-avions, il faut que ce soit protégé, parce que si le porte-avions il va au fond, j'aime vous dire que la note, elle est absolument invraisemblable. C'est en milliards, hein. C'est en milliards qu'on parle là. Donc, on a une marine de surface qu'il faudrait... Moi, j'ai défendu cette position quand j'étais rapporteur de la marine, mais les marins, ils veulent avoir des bateaux, ça c'est ce qu'on comprend. Il nous faut une flotte de surface avec des bateaux rapides. On sait faire des bateaux qui vont à 40 nœuds, c'est-à-dire 80 km à l'heure, c'est pas mal. Hein, c'est la vitesse d'une torpille. Donc ça, c'est des bateaux qui ne coûtent pas très cher. Ça mobilise quand même beaucoup de personnel. Et puis c'est extrêmement efficace. Et entre parenthèses, si on en met quelques-uns dans le canal du Mozambique, vous allez voir les possibilités des Kwassa décroître très fortement. Hein. Bon, et ça n'est pas un détail. Bon, c'est la partie visible, c'est la flotte de surface. Et puis nous avons la FOST, la Force Océanique Stratégique, ce sont des sous-marins. Bon. Alors ces sous-marins, un sous-marin nucléaire, il peut plonger jusqu'à 6 mois sans refaire surface. Ce qui est évidemment considérable. C'est ce qui en fait la force. Mais de temps en temps, les sous-marins, il faut qu'ils remontent, bien sûr. Et puis, ils peuvent avoir des avaries, ils peuvent avoir des problèmes, comme tous les bâtiments. Et nous avons fait de réparation, nous avons deux sites, nous avons Brest et Toulon. Mais ce serait très intéressant d'avoir un site de maintenance et de réparation supplémentaire à Mayotte. Donc, avantage géostratégique considérable pour la France qui retrouve une présence et qui affirme sa présence dans cette région du monde. Vous en savez autant ou plus que moi sur ce problème et vous mesurez bien combien il est important que la France ait une vraie présence militaire dans cette partie du monde, non pas en bordure, mais dans
le canal du Mozambique et à proximité d'un certain nombre de foyers potentiels de désordre, sinon de guerre. Ça, c'est très important. Et puis, en même temps, il faut que nous affirmions que nous sommes enfin devenus une grande nation maritime. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, c'est pour ça que la proposition de Tanchia me plaît beaucoup. Je pense qu'il faut que nous en soyons en quelque sorte les défenseurs, si vous en êtes convaincus. Il faut vraiment que nous nous redonnions quand même un tout petit peu de, non pas de gloriole, mais de fierté. Hein, on n'en a aucune. Hein. Bon, on a une marine qui est du niveau de celle des Pays-Bas. Enfin, c'est pas, si vous faites abstraction de la force, non, mais c'est vrai. Bon, on a besoin d'avoir une vraie grande marine. Hein. Les vrais grands Français que nous avons connus, comme Colbert, hein, et on avait une grande marine hein, qui était supérieure à celle de l'Angleterre. Bon, aujourd'hui, on a une marine. Nous devons retrouver une part de fierté avec nous, et c'est Mayotte. Et c'est en nous servant de Mayotte que nous allons faire. Alors après, dans le détail, les propositions qu'elle vous fait, en particulier donc de créer une 4e région maritime. Il y a actuellement 3 régions maritimes. La première région maritime qui est celle de la Manche, qui part de la frontière belge jusqu'à la baie du Mont-Saint-Michel. La seconde, qui est la région maritime qui va de la baie du Mont-Saint-Michel à la frontière espagnole. Et la troisième, c'est la région maritime de la Méditerranée. Il y a l'évidence de créer une 4e région maritime en y mettant un préfet maritime qui va avoir là un certain nombre de moyens, et en particulier de moyens humains. C'est-à-dire qu'on sera obligé de mettre quelques dizaines de milliers de militaires de plus, ce qui va créer quand même un nombre considérable d'emplois, ce qui va évidemment concourir fortement à l'ordre public, parce qu'on déconne moins avec des militaires, et surtout avec un amiral présent que quand on a un garde champêtre. Hein. Bon, c'est évident. Je n'ai jamais dit que le préfet actuel était un garde champêtre. Hein. Ne le faites pas dire. Hein. Vous êtes capable de faire des mauvaises interprétations. Voilà. Donc, c'est très, très important. Et la proposition qu'elle fait, c'est que pour que le poste soit attractif pour un amiral, eh bien, pourquoi ne pas innover et confier à cet amiral les pouvoirs terrestres du préfet de Mayotte, et par conséquent on n'a pas besoin d'avoir 2 préfets, d'avoir un seul préfet qui sera à la fois maritime et terrestre, et qui, encore une fois, contribuera au succès et à l'affirmation de cette belle proposition. Merci. Merci, monsieur le préfet, c'était parfait. Comment ? Oui, c'était très bien, c'est très bien, très bien. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions ? Et puis, voilà. Ah oui, naturellement. Merci. Au nom du partenariat africain que Ibrahim Bakar représente à Mayotte, oui, je dirais, au nom du partenariat africain qu'Ibrahim... Vous m'entendez pas là ? Ça marche pas ? Ça marche ou ça marche pas ? Et là, ça marche ? Ça marche toujours pas. Il est ensorcelé. Oui, là, ça marche. Ça court même. Oui, dans le prolongement, j'entends bien que la priorité, le plan de Mme Bamana qu'a décortiqué le préfet Bonnet, stratégiquement, c'est sans doute prioritaire. Mais j'ai une question plus locale, si j'ose dire, ou plus tactique en tout cas, que je pose à Ibrahim Bakar, qui représente le partenariat eurafricain à Mayotte. Il a évoqué, au fond, Mayotte un peu comme plateforme vers le continent africain. Parce que dans le cadre de la COI, il y a autant de complications que d'atouts, avec les Comores, avec l'île Maurice. Voilà, on est un peu en famille, et quand on est en famille, ça ne se passe pas toujours très bien. En revanche, ce qui est fait en direction du Mozambique, et ma question est la suivante, et j'évoque aussi, parce qu'il y a ce que tu fais en direction du Mozambique, il y a ce qu'a fait le collectif des coopérateurs. Je le signale quand même parce que c'est capital, personne ne doit croire que c'est possible. Notre délégué aux Comores, qui est également franco-comorienne, donc il y a un pied à Mayotte,
a organisé au mois de juin dernier une délégation à Dakar, je parle sous mon contrôle, une délégation dans le cadre de la 5e foire internationale de la production africaine. Vous savez que Mayotte est en France, Mayotte est aussi dans l'océan Indien, et que l'océan Indien est dans le cadre de l'Organisation des États africains. Donc, si on suit ce raisonnement très logique, la France est une puissance africaine. Logique. Et donc, elle a pu organiser à Dakar une délégation de femmes mahoraises dirigeant des coopératives, notamment, qui, pendant une semaine, a représenté à cette foire de Dakar Mayotte, l'océan Indien, et donc la France. Donc voilà, me semble-t-il, la parfaite illustration de ce que l'on peut faire avec peu de moyens pour, effectivement, transformer Mayotte en plateforme de la France, c'est vrai, mais vers tout un continent. Et vous court-circuitez par là les petits problèmes locaux. Je dis petits problèmes locaux, ils sont assez sérieux, mais que ce soit avec l'union des communs, etc. Alors, pardon, je ne veux pas faire de discours, mais ma question c'est, est-ce qu'il y a vraiment dans cette direction-là des perspectives, hormis ce qui est fait au Mozambique, hormis ce qui est fait en Tanzanie, je crois, hormis ce qui vient de faire ponctuellement à Dakar, est-ce qu'on peut concevoir une présence permanente, à condition d'être soutenu par les autorités françaises, évidemment, de présence à Mayotte sur le continent africain. Voilà. Bon. Excusez-moi, c'était un peu long, mais la question ne me semble pas oiseuse. Oui, mais quand on est la France, on est quand même ouvert. On est quand même ouvert au monde entier et à ceux qui sont nos amis. Donc, moi, je pense que quand j'ai soulevé ça, je voulais dire que nous avons des portes qu'on s'est fermées nous-mêmes. On s'est enfermés parfois nous-mêmes à l'intérieur de notre système. Puisque on a souvent, ce sont les politiques parfois et les médias qui transportent énormément de choses. Et quand je reprends un petit peu ce qu'il disait le préfet et Anchia, c'est que nous avons eu aussi nos politiques qui ne marchent pas à Mayotte, hein, pour le dire clairement. C'est ce qu'on voit aussi dans ces pays-là, pour au moins une partie. Ça, c'est mon sentiment personnel. C'est mon sentiment personnel, parce que nous pouvons y aller, nous avons des portes qui sont ouvertes, mais on s'en est fermé. Même donc, moi, Mayotte est au centre, comme disait le préfet, qu'on ait une plateforme où on est pratiquement un laboratoire, un terrain d'expérience aussi, pour des choses qui n'ont pas été faites ou exploitées et pendant un certain nombre d'années. Voilà. Anchia Bamana va vous répondre. Mais la coopération est un outil du fonctionnement de nos institutions. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les Mahorais, ce qu'ils demandent, c'est que la France prenne ses responsabilités par rapport à nous. La COI, on est en famille, mais c'est la France qui finance la COI. Ah. Voilà, donc je vous retourne la question. Ce n'est pas une histoire de guéguerre entre nous. Non, c'est un positionnement de la France de faire reconnaître Mayotte en tant qu'entité française à part entière. La France, c'est la Réunion et Mayotte. Il est tout à fait légitime que les deux îles soient représentées dans la COI avec le drapeau, avec la Marseillaise. C'est une justice sociale et républicaine, tout simplement. Vous savez, je pense que là, il va falloir faire du Trump. Hein, pour mettre une base militaire à Mayotte, on a besoin de la permission de qui? De personne. En plus, ça ne coûte rien parce que les moyens militaires, on les a. Il faut les accroître, mais déjà, on les a. Un bateau qu'il aille faire escale à Djibouti ou à Mayotte, ça ne coûte pas plus cher. Hein, on est bien d'accord. Par conséquent, les gens qui sont autour, et dont certains ne nous veulent pas forcément du bien, si on adopte cette solution, on leur dit merde. Ils peuvent hurler dans les instances internationales. Moi j'étais préfet de Mayotte, ils passaient leur temps à nous faire chier. Hein, je vais être grossier, mais pour se faire comprendre. Hein. Donc, cette solution-là, c'est du Trump. Mais ce n'est pas si con que ça. Hein.
en velours. Hein. Bon, encore, alors encore une question. Ça marche ? Oui. Je veux reprendre un mot qui a été utilisé ce matin, c'est le mot d'idéologie. Et je voudrais vous poser la question, face à ce plan, dont nous sommes ici, je pense, tous convaincus, pensez-vous que l'idéologie dominante à Paris aujourd'hui pourrait faire que ce plan soit adopté ? Moi, j'ai un gros doute sur cette question, mais j'aimerais bien avoir votre point de vue. Bon, Voilà. alors, pardon, de la base navale à... C'est une question de volonté politique, monsieur. C'est ce que j'ai répondu à monsieur Darmanin il y a 2 jours à l'Assemblée quand il y a eu le grand théâtre, parce qu'on va renforcer l'acquisition du droit du sol. En réalité, la clé de nos problèmes à Mayotte, c'est quoi ? C'est le fait qu'il n'y a pas de fermeté de la nation française envers nous. Si on met ça en place, 4e région maritime, il y a les moyens. Actuellement, les moyens n'y sont pas. C'est pour ça que les frontières sont ouvertes. Et on aura beau supprimer le droit du sol totalement, mais tant que les frontières seront bien ouvertes, comme elles sont actuellement, alors il ne s'y passera rien. La solution, c'est la 4e région maritime, en redéployant, en réorganisant, parce que je comprends bien qu'il n'y a plus de sous en France, je le comprends bien, donc on réorganise en rapatriant les moyens à côté. Claude, voilà, une petite question. Merci. Pour compléter la question et peut-être pouvoir mettre en place la politique volontariste évoquée par le préfet, est-ce qu'il ne serait pas temps de faire tomber le lobby comorien du Quai d'Orsay ? C'est une volonté politique. Moi, je n'ai pas d'autre solution. Vous voyez, nous avons une dérogation à Mayotte du CESEDA qui s'appelle le visa territorialisé. C'est un visa spécial Mayotte. Vous rentrez à Mayotte illégalement, on vous donne ce visa et vous ne pouvez plus sortir de Mayotte. Ce visa ne vous permet pas de circuler sur le territoire national. En plus des frontières ouvertes, nous sommes complètement noyés entre nos voisins comoriens qui viennent depuis très longtemps. Maintenant, depuis 5 ans, une nouvelle filière des pays d'Afrique des Grands Lacs qui viennent à Mayotte. Depuis Chido, là, depuis cette semaine, c'est tous les jours, puisque les 4 radars qu'il y avait n'y sont plus. Donc, aujourd'hui, je veux bien que le ministre de la Justice actuel, qui était ministre des Outre-mer de l'Intérieur l'année dernière, M. Darmanin, qui dit « Ah, moi, je suis contre l'abolition du visa spécial Mayotte parce qu'on va avoir une submersion migratoire en métropole. » Mais il était aux affaires il y a 1 an, il n'a rien fait. Ce que je lui ai dit à l'hémicycle avant-hier, c'est une volonté politique. On peut toujours blablater. Moi, je veux bien de faire un spectacle à l'Assemblée nationale, mais les discours ont atteint leurs limites. Qu'est-ce qu'il a fait ? Moi, je lui ai proposé cette solution. Créons la 4e région maritime, mettons les moyens, on rapatrie si la France n'a pas d'autres moyens supplémentaires à mettre en place au niveau du canal de Mozambique. Pourquoi on ne rapatrierait pas les moyens de Djibouti ? C'est une volonté politique, tout simplement. Ben, merci, Madame la députée. C'est clair, c'est net. Ah, vous ajoutez juste un petit mot ? Je voulais juste rajouter, parce que souvent on parle de l'économie qu'on n'a pas parlé un petit peu dans cette zone-là, parce qu'on parle actuellement de toutes les conférences qu'il y a à Mayotte ces dernières années, on parle de Indo-Pacifique. Donc toute cette zone maritime, on peut tout faire, toutes les voies économiques. On a nos poissons qui sont déversés aux Seychelles. Les poissons de cette zone, on les ramasse par des bateaux. Je ne vous cache pas, je ne sais pas d'où ça vient ces bateaux, mais apparemment ça devrait être des bateaux européens. Mais je ne connais pas quelles sont les conventions qui ont été signées, en tout cas autorisées par la France. Et tous les cargaisons sont déversées, traitées, nettoyées et puis peut-être revendues à l'Europe. Mais ce n'est pas des petits cargaisons, hein, vous imaginez.
par des sociétés. Je ne sais pas s'il y a des accords peut-être qui ne sont pas forcément peut-être légaux. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. On a aussi le tourisme. On est dans une zone quand même touristique majeure mondiale. On a Maurice. Pour ceux qui ne savaient pas, Chirac allait souvent à Maurice pour passer ses vacances. Non, mais c'est une zone où on peut faire des ensembles touristiques de grande envergure et où on peut placer ses sous, les privés peuvent se développer. Et donc, c'est une zone où tous ceux qui veulent s'épanouir économiquement ou qui veulent placer des sous pour tirer des intérêts, il y a de la place. Donc, on n'est pas, pour certains, vous allez m'excuser pour mon franc-parler, mais on ne mendie pas. Nous avons aussi des richesses sous-marines. Nous avons le fond marin, on nous dit qu'on a du gaz, on a du pétrole. Donc, même si on ne peut pas les exploiter maintenant, mais on peut dire à terme, on peut payer des dettes internes franco-françaises peut-être. Donc, on ne peut pas nous dire qu'on ne vient pas parce qu'il nous manque de l'argent, puisque comme je suis un ancien banquier, on a vu des choses qui sont payées au bout de 50 ans, de 100 ans. On peut développer aussi une région sur cette base un peu de l'étalement de certain nombre de dettes. Donc la France peut s'engager quand même, s'il veut vraiment développer Mayotte, dans cette logique des choses, et payer sur l'étalement des choses qu'il n'a pas envie de payer, mais autoriser des sociétés. On a plein de talents ici et ailleurs, que la France a des accords qui peuvent faire des choses. Les routes de Mayotte s'ils ne se font pas maintenant, parce qu'on a une voiture, parfois on essaye à peine, si on ne peut pas se cogner dessus, on peut les arranger maintenant, puisque même nos organismes qui sont assez solides, les associations d'environnement, parfois qui nous poussent à ne pas faire des choses alors qu'il se faut ailleurs, ils peuvent nous laisser maintenant, puisque Mayotte est tout dévasté. Donc leur logique de bloquer des choses par ces associations ne peut plus s'appliquer maintenant, puisqu'il y a la facilité de les faire. Voilà quelques idées sur le développement économique, et je ne vais pas m'étaler, puisque ce sont les mêmes règles qu'on a à la métropole. En plus, ce sont les mêmes textes qui sont appliqués à Mayotte, ceux qui sont ici, là. Et en passant, on paye plus d'impôts, puisqu'on a toutes ces prestations qui sont données à métropole. Nous, on ne les a pas totalement, mais en plus, on paye au même niveau, les mêmes impôts au même niveau que la métropole. Donc, on a quelques injustices aussi qu'il faut rattraper. Donc, on voit... Quand vous payez l'impôt plein pot, 90 € parce que vous n'avez pas mis la ceinture à Mamoudzou, à Mayotte, vous payez le même taux d'impôt qu'à Paris. Il n'est pas normal qu'on n'ait pas les mêmes prestations sociales. Il n'est pas normal. Non? Je vous pose la question à vous. On paye les mêmes taux d'impôt, bien plus cher qu'ici, et on a un RSA à 50%. Hein? Plus de 60% des prestations délivrées à Paris ne sont pas octroyées à Mayotte. On paye l'impôt plein pot comme ici. Merci. Bon, voilà. Bon, on va arrêter. Vous devriez rencontrer la principauté de Monaco, puisque Prince Régnier a fait creuser en fait le rocher et il récupère toute l'eau de pluie. À Monaco, les gens ne payent pas l'eau parce qu'elle vient des précipitations. Donc ils ont mis en place un système de collecte d'eau de pluie et vous pouvez faire exactement la même chose pour être indépendant, au moins à ce niveau-là, le plus vite possible. Tout à fait. Merci de cette solution. Monsieur Bonnet, je vous donne après la parole. Merci de cette, effectivement, proposition intéressante à explorer
à moyen terme, mais vraiment, je lance un appel ici à très court terme. En fait, c'est depuis 2016 que nous sommes en pénurie d'eau. Pourquoi? Parce que le réseau n'est pas calibré pour absorber autant de population. Hein. On dit qu'on est 320 000, on n'est pas 320 000, on est bien 2 fois plus que ça. Donc, en fait, tous les services publics sont à terre. C'est depuis 2016 que nous avons une pénurie d'eau et qu'on vit sous des coupures d'eau. Depuis Chido, cette semaine, là, c'est une catastrophe humanitaire, sanitaire. Hein? Et tous les ministres font la sourde oreille pour ne pas financer une solution. Nous, on a une solution qui a été élaborée ici à travers l'association Watership 2019, qui avait bien mis en place un projet bateau-usine d'eau en pleine mer, pour tous les outre-mer d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que Mayotte qui souffre d'une pénurie d'eau, la Guadeloupe, même la Réunion. Ces îles ont des soucis d'eau. Ce projet a été fait en 2019. 2020 arrive la Covid. Le projet a été enterré. Ça fait 7 mois depuis Chido que je dis au ministre de réanimer ce projet pour qu'on puisse nous donner de l'eau assez urgemment, parce que là, on ne vit plus, on survit. L'immigration nous a amené le choléra, en plus de tout ça. Et actuellement, cette solution a besoin de 46 millions d'euros. Vous pensez vraiment que la France ne peut pas financer 46 millions d'euros pour donner de l'eau aux Français de Mayotte, qui payent les mêmes impôts qu'ici? Voilà. Donc, en attendant, effectivement, nous, on a une solution en attendant, et cette solution ne remplace pas les infrastructures qui sont programmées dans le cadre du plan ODOM. Mais il y a nécessité, effectivement, à ce qu'on puisse avoir cette solidarité. Pour avoir de l'eau, c'est un droit humain tout simple. Merci. Alors, j'ai une petite idée pour motiver Darmanin ou Macron. Non, mais là, on va arrêter parce que... Juste de 2 minutes. Ce que vous pouvez faire, c'est vous appeler Xi Jinping ou Vladimir Poutine et vous leur demander de l'aide de la Belt and Road Initiative. Ça risque de le motiver. Voilà, c'est très bien.